Entre 300 et 350 000 personnes n'ont pas pu voter dimanche au Burkina Faso en raison de l'insécurité. Au lendemain du vote, les Burkinabés attendent et appellent les différents candidats à accepter le verdict au nom de la paix. Une commission d'enquête sur la corruption endémique en Afrique du Sud sous la présidence de l'ex-chef de l'État Jacob Zuma annonce son intention de demander l'ouverture d'une enquête de police sur l'ancien président. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed menace les dirigeants de la région dissidente du Tigré, cible d'une offensive militaire. Abiy Ahmed a donné dimanche un ultimatum de 72 heures pour qu'ils déposent les armes. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Entre 300 et 350 000 personnes n'ont pas pu voter dimanche au Burkina Faso en raison de l'insécurité lors d'élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées dans un contexte tendu dans ce pays en proie à des attaques djihadistes incessantes. Au lendemain du vote, les Burkinabés attendent les résultats avec impatience et appellent les différents candidats à accepter le verdict au nom de la paix. On écoute. Nous attendons les résultats, mais après les tendances, on a l'impression que le président Roch vient en tête et il va remporter au premier tour. Et vraiment, c'est bon pour la paix, quoi. Parce que si on doit relancer d'autres campagnes, ça va vraiment nous poser beaucoup de problèmes. Il n'y aura pas de contestation comme ça. Oui. Parce que les Burkinabés sont très fatigués. Oui, ils sont très fatigués. Parce que l'insécurité, bon, il y a eu des morts d'hommes. Vraiment, on a subi beaucoup de choses, quoi. Donc, si les résultats sortent seulement, j'espère que vraiment, ils vont tous accepter. Il y a plusieurs bureaux de vote qui ont été fermés à cause d'insécurité. Bon, mais dans l'ensemble, vraiment, c'était bien passé. Ce que j'attends vraiment, c'est d'avoir que mon président soit élu. M. Roch Marc. Justement, les Burkinabés ont voté ce dimanche pour élire leur président et leurs députés dans un contexte politique et sécuritaire tendu. Les résultats, dont la compilation a débuté ce dimanche soir, sont attendus pour les jours à venir. Reportage. Près de 6,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes au Burkina Faso pour un double scrutin législatif et présidentiel. Malgré un contexte sécuritaire tendu, le vote s'est déroulé dans le calme. Désormais, le pays est dans l'attente des résultats alors que le dépouillement a commencé dès la fermeture des bureaux. En raison de l'insécurité, entre 300 et 350 000 personnes n'ont pas pu voter ce dimanche. Élu en 2015, le président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, qui brigue un second mandat, fait figure de favori. Il est opposé à 12 adversaires, dont Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, et Eddy Komboïgo, candidat du parti de l'ex-président Blaise Compaoré, dont le régime, tombé il y a 6 ans, fait objet d'une nostalgie croissante. Considérés comme les deux outsiders les plus sérieux, Diabré et Komboïgo, ainsi que 4 autres candidats, ont fait monter la pression samedi en affirmant qu'une fraude massive était en préparation. Les opposants ont annoncé qu'ils s'uniraient derrière celui arrivé en tête pour le second tour, un cas de figure qui n'est encore jamais arrivé au Burkina Faso. Dans les zones touchées par les exactions djihadistes, les autorités ont affirmé que des forces de sécurité avaient été déployées pour sécuriser le scrutin, mais aucun chiffre ou détail n'a été donné. Une commission d'enquête sur la corruption endémique en Afrique du Sud sous la présidence de l'ex-chef de l'État Jacob Zuma annonce son intention de demander l'ouverture d'une enquête de police sur l'ancien président de la République. On écoute l'enquêteur en chef. J'ai décidé de demander au secrétaire de la communication de déposer une plainte pénale auprès de la police sud-africaine contre M. Zuma. With the South African police against Mr. Zuma. The decision by Mr. Zuma to leave the commission without obtaining permission. La décision de Jacob Zuma de quitter la commission sans en avoir obtenu la permission et en étant sous le coup d'une citation à comparaître est grave. Cela a une incidence sur l'intégrité de la commission, sur l'état de droit et sur la responsabilité publique. And public accountability.
Also, our Constitution promises all of us Notre Constitution nous promet à tous un traitement égal face à la loi. equal before the law. His conduct may send a message to all Sa conduite pourrait envoyer le message aux autres témoins qui ne sont pas à l'aise avec le fait de venir ici et répondre aux questions de la commission qu'il est juste pour un témoin qui a été assigné à comparer de décider de partir. for a witness who has been summoned to decide to excuse himself. En Éthiopie, le Premier ministre menace les dirigeants de la région dissidente du Tigré, cible d'une offensive militaire. Abiy Ahmed a donné dimanche un ultimatum de 72 heures pour qu'il dépose les armes, faute de quoi il lancera un assaut impitoyable. Les précisions. Le gouvernement de Abiy Ahmed a demandé aux dirigeants du Front de libération du peuple du Tigré, qui dirige la région, de se rendre dans les 72 heures. Selon un communiqué, la destruction du TPLF touche à sa fin. L'armée éthiopienne avait auparavant prévenu de l'imminence d'une attaque contre Mekele, capitale du Tigré et siège du gouvernement local, que le pouvoir fédéral cherche à déloger, appelant les civils à fuir tant qu'il est encore temps. La prochaine bataille décisive est d'encercler Mekele avec des chars, a déclaré à des médias gouvernementaux un porte-parole de l'armée. Samedi, le gouvernement avait affirmé que l'armée avançait vers Mekele et avait pris le contrôle de plusieurs villes dont Aksum et Adigrat à quelques 117 km au nord de la capitale régionale. Le chef du TPLF avait répondu dimanche en promettant de livrer des combats acharnés pour freiner l'avancée de l'armée éthiopienne. Le TPLF a assuré samedi que des civils avaient été tués lors d'un intense bombardement d'Adigrat par l'armée éthiopienne. Le gouvernement affirme que l'opération militaire ne cible pas les civils. Aucun bilan précis des combats qui ont fait au moins des centaines de morts depuis le 4 novembre n'est disponible de sources indépendantes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé l'ouverture de corridors humanitaires pour venir en aide à la population prise au piège des combats. Près de 10 ans après la chute du guide libyen Muammar Kadhafi, Ahmed Kadhafi Al-Dab, son cousin, cultive la mémoire et le verbe de celui dont la mort a sombré la Libye dans le chaos. Les détails. La Libye était un havre de paix, estime celui qui fut le conseil de Muammar Kadhafi. À 68 ans, le cousin du guide libyen impute à l'Occident, notamment l'ex-président français Nicolas Sarkozy et l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, la responsabilité de 10 ans de famine, pauvreté et destruction. Une référence à l'intervention militaire menée par Paris, Washington et Londres sous l'ombrelle de l'OTAN en mars 2011, alors que le régime promettait de faire couler toujours plus de sang à Benghazi, fief de la rébellion. La révolution de 2011 n'a jamais existé, selon Ahmed Kadhafi Al-Dab. Ce qui se passe depuis 10 ans, avec les destructions, les déplacements, les meurtres, le pillage de richesses, l'instabilité, le terrorisme et l'immigration clandestine, montre clairement que ce qui s'est passé n'est ni une révolution, ni un printemps. Il n'y a pas eu de révolution, mais une attaque de l'OTAN sur la Libye pour tuer Muammar Kadhafi pour des raisons bien connues, parmi lesquelles son rôle en Afrique. Cette agression injustifiée contre la Libye a conduit à cette catastrophe. Nous appelons le président français à ouvrir une enquête sur les crimes de l'ancien président Nicolas Sarkozy en Libye et non à enquêter sur le fait qu'il ait accepté de l'argent de la Libye pour sa campagne électorale. Là n'est pas le crime. Depuis la mort de Muammar Kadhafi, la Libye a sombré dans un chaos politique et sécuritaire que l'ONU et la communauté internationale ne parviennent pas jusque-là à résoudre. Au Congo-Brazzaville, l'opposant Mathias Zon est devenu ce week-end le premier candidat à se porter officiellement candidat à l'élection présidentielle prévue en mars 2021. Ministre des Finances entre 1997 et 2002, Mathias Zon se présente pour, dit-il, l'intérêt supérieur de la nation en danger. Reportage. Après avoir boycotté la présidentielle très contestée de 2016, remportée
par son ancien mentor, Denis Sassou Nguesso, l'ancien ministre des Finances, Mathias Desonnes, sera candidat au scrutin prévu en mars 2021 pour, dit-il, l'intérêt supérieur de la nation en danger. Investir par son parti, l'Alliance pour la République et la démocratie, ARD, Mathias Desonnes devrait défier le président sortant, Denis Sassou Nguesso. Dans un discours entrecoupé par les acclamations de ses militants, l'ancien ministre a évoqué l'intérêt supérieur de la patrie en danger devant les journalistes. L'économie, dit-il, est mal gérée, les finances publiques sont mal gérées, les relations avec les créanciers sont mal gérées, rien ne va, m'a-t-elle Mathias Desonnes. Elle a demandé de redéfinir le fichier électoral avant les élections dont la date exacte n'est pas encore connue, ainsi qu'une commission électorale indépendante. Il faut refaire la loi électorale, l'actuelle est inique, m'a-t-elle-t-il. Pays pétrolier, le Congo devrait subir une violente récession en 2020. Lourdement endetté, Brazzaville a signé en juillet 2019 un accord avec le Fonds monétaire international FMI. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, ne s'est pas encore officiellement porté candidat, mais a été investi par son parti dès décembre 2019. C'est cette information que je referme dans ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.